Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Le but, c'est d'accompagner et de révéler, pas de transformer. C'est voir l'autre, mais ne surtout pas le faire à notre image ou avec nos propres goûts. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Sigrid Vincent, ex-mannequin international qui a créé il y a quelques années son entreprise de conseil en images et en relooking. Gérald, à toi la parole. Bonjour Sigrid. Bonjour Gérald. Sigrid, Bonjour, la Cyril. première question, elle est obligatoire de mon côté, c'est ton prénom. Est-ce que tu connais l'origine de ton prénom ? Alors, je sais que c'est un prénom nordique, qui est assez méconnu en France, mais voilà, qui est très répandu dans tous les pays du Nord. Mais l'origine exacte, non. Ça fait très longtemps que je me suis pas penchée dessus et j'ai dû oublier ce que j'avais appris. Alors, Jacadi l'a fait pour toi. Oh. Alors, ton origine, effectivement, c'est un nom germain. Et, ça vient de Sig, S-I-G, et Rida, R-I-D-A, qui signifie victoire et libérateur. Ça me plaît. En fait, quand même, les Sigrid le 8 août. Ça, je savais pas. Eh ben, il va falloir que tu t'en occupes. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous savez combien de Sigrid sont nées en France depuis les années 40 ? Non, j'en ai aucune idée. J'en ai croisé très peu. J'en ai croisé 2. Il y a eu 300 Sigrid nées en 80 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cyril, c'est 88 000. Ah. Et les Gérald, c'est 28 000. Donc, Sigrid, tu es la première Sigrid que je connais. Et je pense qu'effectivement, de grandir avec un prénom original, voire presque unique, entre guillemets, ça doit influencer dans le caractère. Tu ne penses pas ? Si, bien sûr. J'en suis très fière de mon prénom, même s'il m'a beaucoup embêtée quand j'étais plus jeune. Comme je m'appelle Sigrid Vincent, souvent quand on m'inscrivait quelque part, on pensait que c'était inversé, c'est-à-dire que j'étais un garçon, que mon prénom était Vincent, et que le nom de famille était Sigrid. Donc, Monsieur Sigrid, on me l'a fait encore très régulièrement. J'ai le même problème avec mon nom de famille. Marie, tu vois. Ah. Mademoiselle, madame. Peut-être qu'il faudrait échanger tous les deux, non ? C'est ça, ouais. Pour être bien, ouais. Il y a quelque chose Cyril à faire. Vincent. Sigrid, tu grandis dans le sud de la France ? Tout à fait. Tu es une jeune fille, comment ? T'as un trait de caractère, t'as des passions, comment ça se passe cette période de ta vie ? Alors, je grandis dans un tout petit village de 800 habitants. C'est très sympa parce que j'ai une assez grande famille, donc je connais tout le village. Il y a mes cousins, mes cousines. C'est une vie assez rigolote et puis dénuée d'inquiétude, on va dire. Voilà, c'est très chouette, c'est la campagne. On part à la pêche au tétard dans les ruisseaux, on part cueillir des cerises. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après, l'enfance n'est pas ma période préférée. Je sais que beaucoup de gens parlent de l'enfance comme une période dorée, etc. Moi, c'est une période où je me suis un petit peu ennuyée quand même. Et j'avais qu'une hâte, c'est de devenir plus grande, voire adulte, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire ce que je veux. Et alors, c'est ce qui va se passer puisque dans ta scolarité, tu vas aller assez rapidement, et j'ai compris naturellement, t'orienter vers la coiffure. On parle d'un CAP de coiffure, c'est ça ? Oui, mais alors c'était pas du tout naturel. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que Sigrid s'oriente vers la coiffure ? La pression familiale. C'est vrai. Tout à fait. Moi, j'étais très proche de la nature et des animaux avec lesquels je me sentais bien parce que j'étais plutôt une enfant réservée. Pas timide, mais assez réservée. Souvent dans l'observation, mais je restais un petit peu dans l'ombre. Et je me sentais
du coup, beaucoup mieux avec la relation naturelle qu'on peut avoir avec les animaux. J'ai toujours eu des animaux dans ma famille, énormément, des chiens, des chats, la basse-cour, un renard, enfin voilà, toutes sortes d'animaux. Et c'est tout simplement la pression de mon papa, parce que ma maman était coiffeuse, il voulait que je reprenne les affaires familiales. Moi, je voulais être vétérinaire, donc j'avais fait une seconde dans un lycée agricole. Et je m'y plaisais beaucoup. Mais à force de m'entendre dire « c'est trop dur, tu n'y arriveras pas », etc., etc., j'étais un petit peu influençable, comme on peut l'être parfois à cet âge-là. Donc, j'ai bifurqué et je suis partie en CAP de coiffure. Ce CAP coiffure, tu le fais dans un format particulier quand on est une jeune personne, c'est l'internat? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais en lycée professionnel. Et il se passe un truc déjà dès le premier jour, parce que tu fais une rencontre qui est importante le premier jour dans l'internat. Donc, c'était des chambres, c'est ça, avec quel... Le dortoir, Le avec, dortoir. je sais pas, 45 lits. D'accord. Ah, t'as connu ça toi aussi. Ah oui, oui, oui. D'accord. Mais il y a une personne en particulier qui t'accueille, où vous vous retrouvez à ce moment-là. Oui, tout à fait. On fait la queue pour justement recevoir notre emplacement dans l'internat. Et là, je repère une fille qui est grande comme moi, qui est toute seule. Moi, j'étais accompagnée de ma mère. On était tous plus ou moins accompagnés de nos parents. Et elle était seule. Et puis, je voyais que tout le monde lui passait devant. Et voilà, donc au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être à toi, là, on y va. Et voilà, ça a été une rencontre comme ça. On a commencé à papoter. Elle ressemblait vraiment à un garçon manqué. Et... C'était Nathalie, c'était une personne qui est devenue une amie très 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 proche. C'est une sœur pour moi, encore aujourd'hui. Sigrid, moi, pendant cette période scolaire, on parlait du CAP de coiffure, et Nathalie me dit quelque chose, mais je n'ose y croire. Nathalie me dit que t'étais adorable en classe, c'était la partie visible, mais que vous chamaillez un petit peu, sauf qu'une fois, c'est elle qui a été collée, et elle te remercie d'ailleurs, parce que toi, elle m'a dit, c'était quasiment le poker face. Sigrid, c'était toujours adorable. Mais c'est moi qui ai pris, alors que c'était quelqu'un qui était tri-tri un petit peu en classe. Alors, est-ce que tu confirmes cette information? Ah oui, 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 je confirme, c'était extrêmement drôle. On se chamaillait pas du tout, on s'est jamais chamaillé. Simplement, j'arrive très, très facilement à garder mon sérieux. Quand un professeur, en l'occurrence, me regardait, et Nathalie, pas du tout. Donc voilà, j'étais capable de lui glisser quelque chose à l'oreille, ou quand le prof était retourné, je donnais un petit coup de poing dans sa trousse qui tombait par terre avec tous les stylos et les crayons, voilà. Et quand le prof se retournait, moi j'étais stoïque, je faisais un regard un petit peu... Limite étonné? Mais oui. Choqué même? Mais que fais-tu? Comment c'est possible? Et Nathalie partait dans un fou rire, et donc voilà. Donc très taquin alors. Un peu. Bon, ça lui a valu une heure de colle, visiblement. Oh non, mais elle a pas eu l'heure de colle, finalement. Ah, tu es Non. intervenu en sa faveur. Mais oui. Ouais, ouais. Toute cette partie-là de ta vie t'amène naturellement à un moment à aller pratiquer. On est à Agde, Oui. le salon de coiffure. Oui, On tout est à chez fait. Robert et Michel. Oui, exactement. Alors ça se passe comment cette partie-là? Parce que c'était ton première confrontation avec le monde du travail dans un vrai salon, j'allais dire. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon examen, l'académie a téléphoné à mes parents pour dire que j'avais eu un nombre de points, voilà, que j'étais parmi les premières, etc. Et que cette année-là, ils ouvraient une classe supplémentaire pour faire une spécialisation en couleur, machin. Et mon père me pousse toujours à faire cette année supplémentaire. Et du coup, je devais aussi avoir un salon de coiffure qui m'accueillait, donc pour être stagiaire pendant toute cette année-là. Donc je ne l'ai pas choisi, c'était à Agde, c'était très bien. Mais ça a été quelque chose qui a été très important dans ma vie. J'ai rencontré Robert et Michel qui ont été mes premiers patrons. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Un couple formidable qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a fait confiance très rapidement, qui m'a vraiment... voilà, qui a joué un rôle très important dans ma vie. On faisait, j'imagine, salon coiffure homme-femme. Toi, tu étais femme ou tu faisais aussi de l'homme dans la coiffure? Je faisais les deux. Je faisais les deux. Essentiellement de la coupe parce que j'aimais pas trop la technique. Mais je faisais les deux, oui. Donc, que des bons souvenirs? Que des bons souvenirs. Assez rapidement, j'ai été embauchée à l'issue de l'année de stage. Et j'ai présenté Nathalie. Pour, voilà, à un moment donné, ils cherchaient un nouvel employé. Donc, j'ai présenté Nathalie qui est venue travailler, elle aussi, dans ce même salon. Donc, c'était les années folles. On a 18 ans. On est à côté du Cap d'Agde. C'est la belle vie, quand même. Alors, moi,
souhaite te remercier parce que là, tu es en train de faire la transition avec le deuxième sujet que je voulais aborder. On parle d'années folles, on parle d'âge où on croque la vie, en plus dans un contexte géographique qui est sympa. Et en fait, il va se passer un autre événement très important dans ta vie. Alors perso, moi je crois pas au hasard, mais on va en parler. C'est une discothèque très connue et un concours où vous allez décider de partir toutes les deux, le faire. Alors je crois que c'est toi qui décides de le faire, mais t'amènes Nathalie, c'est comme ça que ça se passe. On est à l'Amnésia, qui est une discothèque à l'époque très connue. Hein. Alors, effectivement, ça se passe comme ça. Mais en amont, il y a déjà autre chose. Ah, dis-moi. C'est-à-dire que déjà, j'ai rencontré Morin et Silco, encore une fois un couple, qui me repèrent dans les rues de Béziers, où je fais du shopping avec des copines. Et voilà, ce sont des ex-parisiens qui sont venus s'installer en province et qui veulent monter une petite agence de mannequins. Ils me demandent si je désire faire partie de cette aventure. Donc ce sont vraiment les premières personnes que je rencontre dans ce milieu. C'est avec eux que je fais mes premières photos, mes premiers défilés, alors petits défilés locaux à Montpellier. Hein. Mais voilà, et c'est à ce moment-là que je décide de donner ma démission chez Robert et Michel. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est un sacré Jacadi, dis-moi ça. Oui, sacrée décision, ça. Oui, parce qu'en fait, je réfléchis à ma vie et je me dis, si je reste dans les rails que mon papa avait tracés pour moi, c'est-à-dire devenir vraiment coiffeuse, reprendre les affaires de ma maman, voilà, c'était une perspective qui ne me plaisait pas. J'avais pas envie, j'avais envie de voyager, j'avais envie de beaucoup de choses. J'avais découvert Paris à l'âge de 11 ans et j'avais été vraiment... C'était un coup de foudre, découvrir Paris quand on sort d'un petit village du Midi. C'était une gifle, mais dans le bon sens du terme. Et je me disais, un jour, je vivrai à Paris. Donc, effectivement, quand ce concours à l'Amnésia est apparu, j'avais déjà posé ma démission. Mais simplement, j'avais décidé de partir après l'été, puisque l'été est une période forte. Voilà, je voulais pas laisser tomber Robert et Michel avant l'été. J'avais dit, je partirai après l'été. Et pendant l'été, on a eu l'opportunité de faire ce concours. Alors, c'est particulier, un concours. C'est toi qui es motivé pour le faire, mais tu as besoin quand même de Nathalie, donc t'entraînes Nathalie dans le concours. Nathalie, je l'emmène partout. Donc, vous faites le concours toutes les deux. C'est ça. Alors, le concours, techniquement, c'est sur une journée, c'est sur une semaine, comment ça se passe ? Alors, ça se passe sur une semaine. Tous les soirs, dès qu'on quitte le salon, on file sur les plages du Cap d'Agde pour faire des photos. Il y a différents photographes. Et tous les soirs, on est en boîte pour pour défiler avec des vêtements, des boutiques du Cap d'Agde. C'est très très sympa. Il y a une ambiance très bon enfant. On est une 50aine ou une 60aine de filles. Jusqu'au samedi. Et le samedi, il y a l'élection avec le défilé final. Il y a des artistes parisiens, il y a une agence parisienne. Et voilà, et donc c'est l'élection. La semaine se passe bien. Très bien. La finale se passe bien. Très bien. À tel point d'ailleurs que tu gagnes le concours. Je remporte ce concours. Et Nathalie finit 3e. Tout à fait. Et là, vous avez toutes les deux une sorte de package, un lot, il y a une récompense. Et ça va être un énorme Jacadi pour toi, parce que Paris revient. Toi, tu vas passer et tu es invité un mois à Paris. Pour Nathalie, ça sera une semaine. Et j'imagine dans l'environnement, dans l'univers que tu souhaitais côtoyer. C'est ça, je suis ravie parce que je devais partir à Paris avec mon book sous le bras, faire le tour des agences pour savoir si l'une d'entre elles était OK, pour que j'intègre l'agence. Et là, je n'ai plus besoin de faire ça vu que j'ai déjà une agence. Donc on arrive à Paris, on a déjà une adresse, on est tout de suite sur les castings du salon du prêt-à-porter, puisque début septembre, il y a le salon du prêt-à-porter. Donc voilà, on fait nos premières armes comme ça, toutes les deux. Sigrid, cette décision est importante puisque ça va énormément, bien évidemment, compter dans le reste de ta vie. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est ton papa, il le vit comment? Puisque lui, il avait imaginé autre chose. Comment ça se passe? Alors ça se passe pas trop mal parce qu'en fait, il ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Tout simplement, il essaye de me diriger ailleurs parce que de son point de vue, c'est plus judicieux, voilà. Et puis je pense qu'il a peur un peu pour moi, peur de me perdre, etc. Il veut garder ses enfants près de lui, voilà. Mais il s'est jamais opposé à ça. Et il y a même une anecdote. J'avais auparavant fait un concours, participé à un concours avec un magazine
qui s'appelle 20 ans. J'avais été sélectionnée. À l'époque, il n'y avait pas les portables. Incroyable. J'étais en internat. Ben oui, je suis née à une époque sans portable. Incroyable. Incroyable. Donc, j'étais interne à Montpellier et j'ai vu mon papa débarquer. On est venu me chercher à l'internat en me disant « Votre papa doit vous emmener à Paris pour un problème familial ». En plus, j'avais quand même de la famille à Paris, donc c'était tout à fait possible. Ouais. Et puis, voilà, dans la voiture, il me dit « Pas du tout, tu as été sélectionné pour participer au concours du magazine 20 ans, donc on prend l'avion dans 1 heure, je t'accompagne, voilà, tu es encore mineur, tu dois être accompagné, je t'accompagne ». Donc voilà, il ne s'opposait pas du tout à ça. C'est un super papa. Mais oui, quoi qu'il arrive. Je l'aime autant que je le déteste, mais je l'aime. Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ce concours de mannequins dans le sud de la France, qui t'a amené à Paris, qui t'a fait découvrir la capitale, et puis différentes expériences dans des agences, jusqu'à une grande agence réputée et reconnue? Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Alors, évidemment, personne ne m'attendait à Paris. Ça n'a pas été facile dès le départ, surtout que j'ai eu un gros problème qui n'était pas prévu. J'ai eu un accident, j'ai été victime d'un accident de la route, j'ai failli perdre la vie. Traumatisme crânien, 5 fractures au visage. Quand on envisage une carrière de mannequin, c'est quand même un petit peu, voilà, déstabilisant. Mais voilà, je suis restée extrêmement positive. Le fait d'avoir gardé la vie, je me suis bien rendu compte que j'étais passée très près de la mort. Le fait d'être en vie, j'étais quand même très heureuse. J'ai mis à peu près 6 mois à récupérer mes traits, on va dire, quasi normaux. J'ai une grande cicatrice sur le front, elle m'appartient, c'est mon histoire, je l'aime beaucoup maintenant. Mais au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé une frange. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, j'y retourne, je tente quand même, je verrai bien. C'est pas moi qui vais décider d'arrêter ma carrière. Si on ne me veut pas, je le comprendrai, mais en tout cas, j'y retourne. Et alors, ça se passe comment? C'est un rythme... Moi, je me rends pas très bien compte. C'est quoi le rythme d'une jeune femme dans ce milieu-là? C'est assez soutenu? Tu rencontres beaucoup de gens? Il y a des voyages? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ce que j'aime, c'est le rythme, justement. C'est rencontrer beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire de longues études. Donc ce n'est pas par ce biais-là que j'ai rencontré des gens et que j'ai pu voyager. Ma façon de m'enrichir, ça a été les rencontres. Quand on est jeune mannequin, tous les soirs, on téléphone à notre agent, il nous donne les rendez-vous pour les castings du lendemain, et le lendemain, on part en casting. Voilà, j'ai eu aussi la chance très rapidement d'être repérée par une agence japonaise. Je suis partie, donc voilà, j'avais un contrat là-bas pour 3 mois. Contrat minimum garanti, c'était les seuls pays qui faisaient ça à l'époque. Je suis partie, j'avais même pas 21 ans, je suis partie à Tokyo pour 3 mois. Je parlais à peine anglais, mais c'était fantastique. J'avais très peur, j'étais dans l'avion, je me disais, mon Dieu, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais là? Si j'avais pu demander à l'avion de faire demi-tour, je l'aurais fait. C'est très rare et c'est souvent pour des mauvaises raisons, donc tu as bien fait de continuer ton voyage. Voilà, c'est ça. Et je suis arrivée à Tokyo, c'était juste fantastique. La dimension voyage est importante dans ta vie. Et moi, je vais te citer 5 sites. Et on va discuter tous les deux. Le premier site, c'est New York, qui est pour toi une ville extraordinaire. Alors, il n'y a pas que pour toi. Et moi, ce que j'apprends de New York, il y a 2 choses. Il y a Audrey Hepburn et il y a le magasin Tiffany, le store Tiffany. Ah oui, bien sûr. Je te vois, les yeux sont en train de briller. Oui, parce que c'est mythique pour la petite fille et puis la jeune fille que j'étais. On vit une époque complètement différente, c'est-à-dire que maintenant, Tiffany, on le trouve à Paris, on le trouve à Nice, on le trouve partout. À l'époque, Tiffany, c'était New York. Comme beaucoup de choses, voilà, c'était... Et New York, c'était un rêve. C'est vrai que c'est une ville qui fait rêver beaucoup de monde. Voilà, ça m'attirait énormément. Je n'ai pas eu la chance d'y aller pour le travail, donc j'y suis allée après. C'est ce que j'ai compris, oui. Personnellement. Ouais. Et c'est une découverte, c'est magique. J'ai un deuxième lieu. On va en Italie. On parle de Florence et de Vérone. Ah oui. 2 villes extraordinaires aussi. Pour d'autres raisons peut-être? Pour une autre dimension, une autre atmosphère? C'est toujours la richesse des rencontres, de découvrir un pays, de découvrir une culture, de découvrir une langue, d'être complètement dépaysé. On grandit dans un pays et dans un environnement qui est le nôtre. On s'imagine que la vie, c'est ça. Et puis en arrivant à l'étranger, on se rend compte que ça peut être complètement différent. Et l'Italie, c'est magnifique. C'est un pays aux multiples facettes. Les Italiens sont très chaleureux. Enfin, c'est un bonheur, c'est un bonheur. J'avais pris des cours d'histoire de l'art, des cours du soir d'histoire de l'art à l'école du Louvre quand j'étais à Paris. Donc voilà, je voulais déjà
je suis attirée par l'architecture, par la peinture, par beaucoup de choses. Et l'Italie, c'est juste un berceau fantastique. Donc le voyage est encore aujourd'hui, avec le Covid, on fait ce qu'on peut, mais encore aujourd'hui un fil rouge. Donc il y a un autre endroit maintenant, je te propose de voyager un petit peu. On va à Bali. Oh là là, Bali. Voilà, encore une fois, tu as tes yeux qui brillent. Mais Donc oui. Bali, c'est quoi? C'est le climat, c'est la gentillesse des gens, c'est le calme, la nature, les hôtels, parce qu'il y a aussi un endroit incroyable. C'est ça Bali? C'est tout ça quand tu retournes à Bali que tu vas chercher? Oui, c'est tout ça. C'est un autre bouleversement cette fois. C'est plus la proximité de la nature, de l'océan. Je suis très apaisée, très attirée par la mer ou l'océan parce que j'ai grandi pas très loin. Et voilà, la simplicité des gens, leur sourire permanent, la gentillesse. Ils ne savent pas quoi faire pour te faire plaisir. C'est naturel chez eux. Et c'est quelque chose qui me touche au plus profond. La faune, il y a beaucoup d'animaux, il y a des chiens, alors qui sont malheureusement pas traités comme nous traitons normalement nos animaux en Europe, c'est-à-dire que ce sont beaucoup de chiens errants qui sont parfois dans des états un peu pitoyables. Tout ça, ça me touche en plein cœur, encore une fois. Ça vient me chercher. On voyage encore? Oui. Donc là, tu vas voir, le point commun, c'est la gentillesse des gens et la faune. Donc tu l'as pas deviné, je parle de Paris. On revient sur Paris. Donc Oui. Paris, c'est ce que tu disais. Moi, Nathalie me dit qu'on revient 2 secondes, tu sais, dans ces années de pré-ado, adolescence. Elle me dit, t'avais déjà ça à Paris, pour toi, déjà ça exprimait quelque chose. Elle me parle de soucis de liberté, de décision et compagnie. Du coup, Paris, pour toi aujourd'hui encore, c'est un endroit magique. Je sais que tu as un rituel à Paris qui est important et qui concerne le théâtre. Alors encore une fois, malheureusement en ce moment, c'est des choses qui sont un peu mises de côté, mais je sais que encore récemment, quand tu vas à Paris, tu t'arranges pour aller voir une pièce de théâtre. Oui, j'adore ça. Paris, de toute façon, voilà, comme je te l'ai dit, ça a été un coup de foudre quand j'avais 11 ans, et c'est toujours une ville qui m'attire. Je ne souhaiterais plus y vivre, parce que je trouve que c'est compliqué, mais en revanche, dès que j'arrive gare de Lyon et que je sors du TGV, je ressens une excitation parce que voilà, ça bouge, parce qu'il y a la culture, donc le théâtre. J'adore aller voir des acteurs sur une scène, en direct, en live, comme ça, voir ce qu'ils dégagent, ce qu'ils sont capables de faire. Ce sont des émotions fortes. J'aime ça. J'ai besoin de sentir la vie. Il y a un truc un peu étonnant entre ton mari et toi quand tu choisis la pièce de théâtre. Moi, il me dit qu'en fait, je ne sais pas si c'est lui de sa demande, mais je sais que lui, en tout cas, jusqu'au dernier moment, il ne sait jamais. Ah oui. C'est ça, non? Il me dit, Gérald, je regarde par terre, je regarde mes pieds pour pas voir l'affiche à l'entrée. Et en fait, il me dit, j'ai le plaisir au moment où, j'imagine, le rideau s'ouvre, parce qu'on en est là. C'est ça, tout à fait ça. c'est un rituel, vraiment. En fait, comme il travaille beaucoup, c'est moi qui m'occupe de l'organisation, voilà, de nos voyages ou de nos week-ends à Paris. Si je lui demande son avis, soit il ne sait pas, soit il va me répondre quelque chose alors que je souhaiterais qu'il me réponde autre chose. D'accord. Du coup, ça me permet de choisir toute seule. Et effectivement, on a instauré ce petit jeu-là, c'est que je lui fais des surprises. Et jusqu'à la levée du rideau, il ne sait absolument pas ce qu'il va voir, à quoi il va assister. Quand je parle de toi et quand j'essaie de me renseigner, et il y a des mots qui reviennent toujours. Il y a le mot sensibilité, il y a le mot positif, il y a le mot énergie, et puis soif de liberté, on en a parlé. Et puis moi, j'ai une question à te poser. Quand on est sensible, et on peut presque parler de pudeur parfois, hein, comment une jeune femme, puisqu'à l'époque, fait pour être exposée devant des photos, comment on vit ça? C'est une question vraiment, j'aimerais bien savoir comment tu vis ça, toi. Tu arrives à préserver? Le photographe, il te prend pas cette partie de pudeur, il te la laisse à toi? Comment ça se passe? C'est-à-dire que le photographe, on lui montre ce qu'on veut bien lui montrer. D'accord. C'est une image, c'est l'extérieur. Pourquoi j'aime la photo? C'est vraiment un mélange. Encore une fois, quand j'étais adolescente, je feuilletais les magazines comme le 20 ans, puis le Vogue, et j'admirais le travail des photographes. Peter Lindbergh, enfin tous ces gens-là, Hélène von Unwerth, c'est des gens, voilà, j'admire ce travail-là. Ensuite, je viens aussi guérir des blessures, c'est que j'ai grandi comme un vilain petit canard. Comme beaucoup de jeunes filles, j'étais extrêmement mince. Pour ma famille, c'était un problème. Oh là là, elle est trop maigre, elle mange pas, on n'arrive pas à l'habiller, etc. Donc vous grandissez avec ça.
Au collège, les années collège, elles sont assez violentes parfois. On souligne toujours ce qu'il faut pas. Donc, on me traitait de tous les noms parce que j'étais soi-disant trop maigre, etc. Alors que maintenant, quand je regarde les photos, je me dis, mais j'étais juste une brindille comme beaucoup de jeunes filles, mais sûr. c'est pas moche. Ouais, bien sûr. Donc, c'était une façon de me dire aussi, voilà, vous m'avez traité de moche pendant des années, je vous prouve à l'heure actuelle que voilà, je suis photographiée, on me paie pour ça. Donc c'est que quelque part mon image elle est pas si moche que ça. Donc voilà, ça vient chercher différentes choses. Cette période de ta vie, on parle d'une dizaine d'années de mannequinat, c'est ça? 10 ans pile, de 10 20 ans pile. à 30 ans. D'accord. Mais pile par hasard ou pile parce qu'à un moment c'est toi qui décides d'y mettre un terme parce que justement ça fait 10 ans et que tu veux passer à autre chose? Il y a d'autres projets pour toi? Effectivement, au bout de 10 ans, je me dis que voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Je souhaite plus que tout le monde avoir un enfant. Voilà, donc mon conjoint de l'époque, voilà, on a mis un bébé en route et en revanche, je ne souhaitais pas l'élever à Paris. Donc, va s'ouvrir une nouvelle page à partir de ce moment-là. Mais je quitte Paris sans tristesse parce que j'ai vraiment vécu tout ce que je voulais vivre à Paris. Et puis tu vas y retourner régulièrement. Ah bah donc, bien sûr, c'est à côté. À quel moment tu as eu envie d'entreprendre? Et à quel moment tu as eu un jacadi pour te dire j'ai envie de créer une entreprise ou j'ai envie de créer un projet entrepreneurial? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'était déjà dans ta tête à Paris? Ou est-ce que c'est des choses que tu as mis un moment à concevoir et à construire? Comment tu peux nous parler de ce déclic et de ce jacadi qui est l'entrepreneuriat? Alors ce déclic s'est fait sur plusieurs années. Quand j'ai quitté Paris, je n'avais pas du tout de projet, si ce n'est un petit bébé qui poussait dans mon ventre. On avait décidé que lorsqu'on aurait des enfants, on quitterait la capitale pour les élever en province avec la douceur qu'il y existe. Donc voilà, le papa étant originaire de Haute-Savoie, je suis arrivée en Haute-Savoie avec mon bébé. J'avais pris la décision aussi de prendre vraiment du temps pour élever mes enfants, ne pas faire ça au pas de course. Donc, entre mes 2 garçons, j'ai eu 2 garçons qui ont 4 ans d'intervalle. Entre les 2, j'ai fait des formations parce que je souhaitais continuer à être active quand même dès qu'ils auraient un tout petit peu poussé. Mais ce que je voulais par-dessus tout, c'est rester indépendante. Ça, c'était très important. Je n'ai jamais, depuis mon plus jeune âge, à part les 2 ans où j'ai travaillé dans le salon de coiffure, je n'ai jamais eu de hiérarchie. J'ai toujours décidé de ce que je voulais faire et c'était très important par rapport à mon tempérament de continuer à l'être. Et le monde de l'entreprise s'ouvrait à toi avec beaucoup de possibilités. Tu as choisi la beauté, hein, donc il y a un lien quand même avec toute ta carrière d'avant. Et pourquoi tu n'as pas ouvert un salon de coiffure? Je n'avais pas envie d'ouvrir un salon de coiffure parce que c'est trop de contraintes pour moi. C'est-à-dire y être tous les jours, du matin jusqu'au soir, et enchaîner les clients les uns après les autres. C'est très bien, je ne dis pas que c'est mal, mais ça ne me correspondait pas. Je trouve qu'on n'avait pas suffisamment de temps à consacrer à chaque personne. J'avais envie de quelque chose de coacher en quelque sorte, d'être plus proche des gens. Nous sommes en début 2002, je crois, mais c'est même en janvier 2002, et là du coup, c'est le début de la concrétisation de ton projet, de partenariat, et tu crées Sigrid Vincent Relooking. Et ce que je lis moi, alors je pense que c'était ta vision, c'est accompagner les personnes qui souhaitent améliorer leur apparence, révéler leurs atouts, soigner leur image pour gagner en confiance et oser se sentir soi-même. C'était ça le projet, et c'est encore ça le projet aujourd'hui? C'est tout à fait ça. Je n'étais pas tout à fait sûre de moi au départ. Si tu veux, c'était quelque chose qui coulait un peu de source par rapport à tout ce que j'avais fait auparavant, dans la coiffure, dans la mode, dans le maquillage. Donc, c'était les débuts, on va dire, du relooking avec les émissions en France sur M6, etc. Donc, j'ai commencé à faire quelques formations pour voir si ça me plaisait. À acquérir davantage de compétences pour pouvoir accompagner les gens. Comme je te le dis depuis le début, j'aime les rencontres, j'aime accompagner, donc ça me paraissait assez intéressant. J'ai commencé à m'installer, à rencontrer, à communiquer. Je me suis dit que ça pouvait me plaire et puis j'ai été moi-même surprise. Je m'attendais pas à ça. J'ai été surprise parce que, au-delà des apparences, justement, un cours de maquillage, une coupe de cheveux, une couleur de vêtements,
Ça, c'est très sur le papier, c'est ce qu'on décrit. Mais en fait, chaque fois, c'est une rencontre. Chaque fois, tu vas rentrer dans la vie de quelqu'un. J'ai été assez surprise au début, en tout cas, des confidences que les gens pouvaient me faire, parce que j'ai bien sûr confirmé que l'intérieur et l'extérieur étaient très étroitement liés. Donc, quand on vient me voir pour un problème de vêtements, de coupe de cheveux ou de morphologie, ça cache forcément autre chose. Et ce qui m'a plu, c'est ça en fait, c'est ce qu'on vient me confier, ce qu'on vient chercher, pourquoi on me choisit pour guider, c'est ce qui me plaît. Tu commences par la coiffure et puis très rapidement, tu disais, il y a ce format maquillage et puis ce format vêtements. C'est ça, c'est le triptyque un petit peu qui te permet de travailler autour de la personne, comme tu dis, de rentrer dans sa personnalité avec, j'imagine, beaucoup de discussions et d'échanges pour essayer de percevoir les sentiments, les émotions et les valeurs. C'est ça, il va y avoir des échanges qui sont très importants, comprendre déjà qui est la personne, quel est un petit peu son passé, pourquoi elle est chez moi aujourd'hui, ce qu'elle attend de ce rendez-vous, quels sont les enjeux. Parfois, ce sont des raisons personnelles, professionnelles. Voilà, ça englobe beaucoup de choses. La confiance qu'on me fait, c'est quelque chose qui me bouleverse toujours. Et puis, maintenant, ça fait 15, 16, 17 ans que je pratique. Donc, évidemment, j'ai une perception qui s'est beaucoup affinée. Et je suis très, très heureuse voilà, de pouvoir accompagner les gens. Ça n'est pas du tout superficiel comme on pouvait le croire. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Dès le départ, tu vas faire en sorte de t'entourer de personnes qui vont enrichir aussi ton talent à toi avec des spécialités et puis surtout véhiculer tes valeurs. Et il y a une personne qui va jouer un rôle important et c'est marrant parce qu'en plus on parle de la coiffure. Donc à un moment tu vas vouloir collaborer avec quelqu'un qui est un coiffeur qui s'appelle Michael. Et la première rencontre, en tout cas le premier contact, se passe pas comme prévu. Tu te rappelles de cette période ? Tu peux nous dire comment ça se passe ? Alors, on m'avait conseillé ce salon de coiffure, voilà, en me disant que c'était des gens très professionnels. Je voulais tester sans être présentée pour que le rendez-vous ne soit pas faussé. Donc, j'ai pris rendez-vous pour faire un brushing, pour voir comment j'allais être accueillie, comment on allait m'écouter, voilà, est-ce que j'allais moi-même être satisfaite de la prestation. Voilà, donc j'étais plutôt satisfaite. J'ai été bien accueillie, j'ai été bien considérée, bien écoutée. Michael a commencé à s'occuper de moi et quand j'ai senti que voilà, ça pourrait me plaire de collaborer avec ce salon de coiffure, je lui ai expliqué qui j'étais et ce que je souhaitais mettre en place, est-ce qu'il serait d'accord pour créer ce partenariat. Et alors là, Michael, qui est une personne très franche, et je l'en remercie, m'explique que voilà, son point de vue sur le conseil en images et le relooking n'est pas vraiment le mien, qu'il a lui-même reçu pas mal de mes consoeurs. Et puis voilà, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt, qu'il n'en avait pas besoin, que ces personnes-là avaient peut-être elles-mêmes besoin d'être relookées pour certaines d'entre elles. Donc c'était un peu violent. Moi, j'étais dans mon fauteuil et je me faisais toute petite. Et je me disais, c'est cuit, c'est mort. Donc Sigrid, c'est clairement un non. C'est clairement un non. Et alors comment on fait avec un non et comment on rebondit et parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on va chercher un Jacadi. Ouais. Sigrid, que se passe-t-il alors à ce moment-là ? Je ne lâche pas prise. Non, je suis très étonné, Sigrid. Ça m'étonne. Et comment tu fais pour pas lâcher prise ? Je lui explique tout simplement ma façon de voir les choses, ma façon d'opérer. Je lui explique aussi que de toute façon, c'est un contrat oral, qu'il n'y a rien d'écrit, qu'on peut toujours essayer, on peut tester sur 1 ou 2 rendez-vous, voir si ça nous plaît, autant à lui qu'à moi, cette collaboration, que si à un moment donné, l'un ou l'autre a envie d'y mettre fin, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé de rentrer dans des disputes ou dans des fins tragiques, ça peut se faire tout simplement. On ne prend pas beaucoup de risques à essayer en tout cas. Alors c'est marrant parce que cette proposition de 2 ou 3 rendez-vous, ça fait quasiment 10 ans que ça dure. Voilà. Toujours pas avec un contrat d'ailleurs. C'est ça. Et Michael, il me dit quelque chose, il me dit Gérald. Alors j'ai compris une chose, Michael avait effectivement une position assez tranchée, notamment pour lui entre le métier de relookeuse et le métier de conseillère en images. C'est comme ça qu'il me l'explique. Avec plutôt une appétence, une préférence pour la conseillère en images qui prend l'entièreté de la personne dont tu parlais et pas simplement
Lui, il le dit, tu le connais avec son franc-parler, un déguisement. C'est ça. C'est ce qu'il refuse. Et par contre, lui, il dit, Gérald, c'est à ce moment-là, donc tu as été convaincante, et c'est une des valeurs de Jacques Eddy, ça tombe très bien, c'est que en fait, il dit, là, c'est un coup de foudre professionnel. Et quand on connaît Michael, que moi j'ai côtoyé justement pour préparer, et qu'on connaît son niveau d'exigence, et puis son franc-parler, c'est une belle histoire d'amour, quelque part professionnel. Ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. Ah mais oui, Michael et Aurélie. Au début, je collaborais seulement avec Michael, et puis après Aurélie, le reste de l'équipe, etc. Mais voilà, il est exigeant, moi aussi, on avait tout pour s'entendre. Depuis des années, on se comprend sans se parler. Maintenant, c'est vraiment une très très belle collaboration, c'est ce que j'aime en plus. On est tous les deux très indépendants, on n'empiète pas sur le domaine de l'autre, on est dans le respect permanent, mais voilà, c'est une émulation permanente. On se fait grandir, on apprend de l'autre. C'est ce que j'aime dans les rencontres, c'est toute la richesse de travailler ensemble, sans subir. Alors lui, il me dit qu'il y a quand même un rôle finalement un petit peu défini. Il me dit, Gérald, ne te leurre pas. Il y a le good cop et le bad cop, donc le gentil et le moins gentil. J'ai pas eu de doute quand il m'a dit, Gérald, j'ai endorsé le rôle de celui qui parfois secoue les choses, qui déclenche. Et puis toi, tu es tout dans l'accompagnement. Donc il me raconte bien évidemment des moments, tu le disais toi-même, de beaucoup de pudeur où les gens finalement lâchent prise. On peut arriver à des moments un petit peu de pleurs. Tout à fait. C'est dur, c'est de l'introspection. C'est pas, comme tu dis, c'est pas qu'une image, ça part de l'intérieur. Mais qu'à chaque fois, il me dit, moi, ce qui me plaît dans cette relation, non seulement avec Sigrid et puis avec les gens et les clientes, et les clients, parce qu'on va parler de garçons bientôt, j'espère, c'est cette relation forte qui dure en plus. Il me dit, Gérald, il y a une continuité dans les gens qui, à un moment, nous ont fait confiance et qu'on a accompagnés, qui dure même après, ou par rebond avec des gens de la famille. C'est une communauté, une vraie, avec des valeurs. Complètement, c'est encore une fois ce qui me touche énormément, ce qui m'émeut, ce qui me bouleverse. C'est-à-dire qu'une fois que les gens nous ont fait confiance, pour la plupart, ils sont vraiment très heureux et très satisfaits du résultat, mais bien au-delà de ça. Donc, ils reviennent chez Michael, moi je les recroise au salon, et on reçoit des témoignages, mais vraiment bouleversants. Donc ça nous plaît, on continue, ça nous nourrit, et ça nous donne l'énergie, la force de continuer encore et encore. Bon, par contre, Michael, il a aussi son franc-parler, donc il m'a dit, Gérald, ce qui est bien aussi avec Sigrid, ce qui serait bien, c'est que parfois elle s'applique certaines choses qu'elle propose à ses clientes. Donc moi, je voudrais comprendre cette histoire de blonde, de brune et de frange. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que pendant 2 ans, Michael, lui aussi, il lâche pas, comme toi, il va te tanner et revenir à la charge parce qu'il a une idée en tête, c'est changer la couleur de tes cheveux et remettre en question cette frange. Tout à fait. Mais comme on a pu le remarquer, j'écoute, mais je n'obéis pas. C'est moi le boss, c'est moi qui décide. Donc c'est vrai que les idées de Michael sont professionnelles, judicieuses, et que je ne lui enlève pas le fait qu'il a raison, mais c'est moi qui dois décider. Donc il propose régulièrement, souvent, j'écoute, j'entends, mais c'est moi qui décide à quel moment je suis prête. Et donc 2 ans plus tard, tu décides. Et t'acceptes. Tout à fait. Et alors, il se passe comment? Ça passe comment? Alors, on parle de quoi? Tu vas vers des couleurs plus claires, beaucoup plus claires même d'ailleurs, par rapport à ton teint d'origine. Exactement. Et puis, cette histoire de frange, alors moi, il me dit, Gérald, cette frange, j'avais envie de... Voilà, alors ça, c'est anecdotique, mais c'est vrai que pendant 2 ans, il m'a tanné pour me faire une frange et que je refusais. Voilà, pour multiples raisons. Et le jour où il a arrêté de me proposer, je lui ai dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'une frange. Il me l'a raconté. Et en fait, il s'y attendait plus. Il avait presque abandonné. Mais c'est une bonne histoire, ça aussi. Oui, voilà, c'est les histoires de la vie quand on partage notre vie professionnelle ensemble. Il y a des choses comme ça. On se taquine aussi un peu. Sigrid, ton métier a évolué. L'environnement a évolué, la société a évolué, tu le disais depuis le début, les choses sont devenues plus à la mode, tu l'as fait remarquer à juste titre, les télés se sont parfois emparées de certains shows où on relook, ces choses-là, et puis les gens évoluent aussi, l'approche que nous avons par rapport à notre image a évolué, on ne parle pas que de selfie, on parle de toute cette nouvelle génération. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, et l'homme dans l'histoire? Aujourd'hui, l'homme, il commence à prendre soin de lui. Tu commences à avoir des clients, du coup, ou les maris des clientes. Comment ça se passe?
Tout à fait. L'homme, il est toujours un petit peu en retrait. Déjà, se remettre en question pour un homme, c'est pas toujours évident. Non, je vois pas de quoi tu parles. Je t'écoute. Mais quelle mauvaise foi. Donc c'est vrai que je suis toujours très contente d'accueillir les hommes, même s'ils font partie de la minorité de ma sûr. clientèle. Mais c'est très très intéressant et c'est vrai que à l'ère que nous traversons, on est conscient que l'image est importante. Non pas pour, comme tu le précisais tout à l'heure, être déguisé en quelque chose, mais pour être au plus près de notre personnalité et pour véhiculer ce qu'on a envie, justement. Voilà, quelqu'un qui va travailler dans la finance ou dans la restauration ou dans les ressources humaines va avoir besoin d'envoyer une image pour affirmer ses compétences, en quelque sorte. Et parfois, tout seul, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc venir vers nous, c'est juste quelque chose de très intelligent. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Quand tu cherches une maison, tu vas voir un professionnel de l'immobilier. Voilà, quand tu veux évoluer sur ton apparence et que tu n'as pas les moyens toi-même, ou que tu n'as pas le temps aussi. Les gens n'ont pas forcément le temps. Et les hommes n'ont pas beaucoup de temps Ils n'ont pas cette éducation parfois aussi. Ça ne leur a pas été transmis. Donc voilà, j'adore accompagner les hommes. La démarche est souvent un petit peu différente. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils arrivent, ils sont un petit peu quand même gênés de remettre leur apparence entre les mains d'une femme. Qu'est-ce qu'elle va dire? À quelle sauce ils vont être mangés? Mais très rapidement, je pense savoir mettre les gens à l'aise. Donc une fois que la première barrière est tombée, et ça se fait dans les 10 minutes, voilà, il y a une confiance qui s'établit très très rapidement. Et les hommes, voilà, sont sans phare, ils sont bruts aussi. C'est ce que j'aime, c'est que c'est direct, c'est rapide, c'est simple. Et ils sont très contents. Ils sont aussi très démonstratifs, très heureux. Après, voilà, quand tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques heures, c'est quelque chose de gratifiant. C'est quelque chose qui donne de l'énergie. C'est quelque chose qui pousse vers le haut. Sigrid, on arrive à un moment important de notre discussion. C'est le coup de gueule. Donc l'idée, c'est de t'entendre sur un sujet qui t'est cher, qui est important. Alors c'est quoi le coup de gueule de Sigrid aujourd'hui? Alors des coups de gueule, quand on réfléchit, je pense qu'on en a tous beaucoup, vu les périodes qu'on traverse. Mais j'ai choisi quelque chose d'assez simple, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de bienveillance, au lieu de mettre les gens dans des petites cases, de les séparer, de les monter les uns contre les autres. Ce que j'aime, c'est la diversité, la richesse justement de la différence. Qu'on arrête de comparer les rondes aux minces. Pourquoi les minces sont minces, pourquoi les rondes sont rondes. Les brunes, les blondes, les petits, les grands, les Français, les autres. Enfin voilà, tout ce qui peut faire des différences entre nous, je trouve ça extrêmement pénible de comparer tout le temps, de critiquer, de juger. Il y a des gens qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de les côtoyer. Mais après, on doit accepter, voilà, il n'y a pas qu'une seule beauté, il n'y a pas qu'une seule intelligence, il n'y a pas qu'une seule sensibilité. Et j'aimerais vraiment que les gens soient beaucoup plus ouverts à ça. Tu trouves qu'il y a une évolution un petit peu toxique dans cette approche un petit peu de ségrégation, de corporatisme et comme tu dis, on est dans un groupe et on juge l'autre, c'est ça que tu ressens aujourd'hui? Comme on évolue maintenant avec les réseaux sociaux où tout le monde peut ouvrir sa bouche et dire ce qu'il pense, même si c'est pas intelligent, c'est vrai que c'est un petit peu exacerbé, on va dire. Et je le regrette. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont je me sers, c'est un outil fantastique, mais il faut pas se laisser happer. Voilà, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit. Dire quelque chose qui va pouvoir blesser alors que ça n'a aucun intérêt, faut juste réfléchir. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule. Arrêtez de dire n'importe quoi, à n'importe qui. Voilà, si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, dans la mesure où ça ne vous atteint pas directement, pourquoi critiquer ou salir? C'est juste insupportable. Si on revient à ton activité 2 secondes, cette bienveillance dont tu parles, que visiblement, et je le partage, hein, on manque parfois, et on blesse les gens, personne n'y gagne finalement dans cette histoire. Cette bienveillance de dire je t'accueille comme tu es et je vais t'accompagner pour justement révéler un petit peu ton moi intérieur, quel qu'il soit et sans jugement.
c'est encore une fois une de tes valeurs fortes de ton activité aujourd'hui? Tout à fait. Le but, c'est d'accompagner et de révéler, pas de transformer. On en revient à ce que disait Michael finalement avec son antinomie entre le relooking et l'accompagnement, c'est ça? Exactement, exactement. C'est voir l'autre, mais ne surtout pas le faire à notre image ou avec nos propres goûts. Est-ce qu'il arrive que quelqu'un vienne te voir, une cliente ou un client, puisqu'on a dit que les garçons et les hommes étaient de plus en plus à s'occuper d'eux-mêmes, ce qui je trouve est une bonne chose. Bien sûr. Est-ce qu'il t'arrive que finalement, par maladresse, ces gens-là arrivent, même sans s'en rendre compte, à demander eux-mêmes de ressembler à quelque chose ou eux-mêmes d'essayer de s'identifier à un groupe ou à une identité? Est-ce que ça peut arriver? Alors ça, c'est bien parce qu'on a tous, enfin j'imagine, on a tous des modèles, D'accord. pas simplement sur l'aspect physique, hein, mais sur ce que une personne dégage, son aura. Voilà, ça va nous plaire et on va avoir envie de lui ressembler. En fait, ce n'est pas lui ressembler, mais c'est quelque chose qui est déjà en nous. On le sent briller chez eux et on a envie du coup de se l'approprier. Moi, je dis souvent, alors souvent aux femmes qui, en l'occurrence, ont un peu de mal à être... Enfin, elles craignent, elles redoutent d'être trop brillantes, trop qu'on les jalouse, qu'on les remarque trop. Elles, surtout pas être trop remarquées. Et je leur explique que une étoile qui brille ne va pas éteindre les autres. Elle brille tout ensemble et elle va au contraire donner de la lumière à d'autres étoiles qui peut-être en auront moins et seront attirées par cette lumière. Briller n'a jamais empêché les autres de briller à côté, quoi. Donc c'est plutôt tirer les autres vers nous, vers le haut, leur donner envie, mais ça n'éteint pas leur propre lumière. Est-ce qu'on peut aborder maintenant l'avenir, en fait, les projets, comment tu vois le développement de ton activité, et puis comment tu arrives à avancer avec les contraintes qu'on vit tous aujourd'hui, donc l'impact de la crise sanitaire, et puis peut-être des perspectives d'autres idées d'entreprise ou d'activité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie de développement? Oui, bien sûr. Alors l'impact de la crise sanitaire, il existe, il est plutôt positif pour mon activité. Pourquoi? Parce que les gens ont peur, parce que les gens ont besoin de se recentrer aussi sur eux-mêmes, sur ce qui est important. J'ai bien sûr accueilli dans ma clientèle des personnes qui avaient eu le Covid, des personnes voilà, qui étaient dans des situations d'angoisse et d'anxiété. Donc elles vont avoir besoin, encore une fois, qu'on s'occupe d'elles. Et pour moi, c'est très positif. Après, je fais très attention à me protéger aussi. Je n'écoute pas beaucoup les informations. Je fais attention à pas me laisser happer. Et je fais attention aussi à toujours essayer de donner de la lumière, comme je disais tout à l'heure, aux gens qui viennent me voir, de l'énergie, une façon de positiver au lieu de voir tout en noir, parce que c'est vrai que c'est très facile de voir l'avenir vraiment d'une façon pessimiste. Donc je me sens encore plus utile en ce moment. Voilà, quand on vient me voir d'habitude, c'est pour telle ou telle raison, et là, en ce moment, c'est encore un peu plus lourd. Donc j'ai le devoir d'apporter à la personne qui vient me consulter cette petite parenthèse enchantée, cette petite touche de légèreté qui est pas du tout superficielle pour moi. Au contraire, c'est très important. La vie, c'est ça aussi, c'est rire, c'est s'amuser, c'est ce genre de choses-là qu'on a tendance à perdre quand on a peur. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. C'est une définition qu'on ne comprend pas toujours. On pense que c'est se mettre du rouge à lèvres et du vernis à ongles, mais non, prendre soin de soi, c'est bien plus profond que ça. Moi, Sigrid, j'ai 3 propositions à te faire pour la continuité, pour les prochaines étapes. La première, et je sais que c'est un projet, mais ton mari m'a dit qu'il était prêt, c'est les balades en montagne. Ah oui. Il y a un projet, non? Et visiblement, c'est un fil rouge, on en a parlé avec lui, et voilà. Allez prendre l'air, allez prendre le montar, tous les deux. On est dans une région qui est tout simplement splendide, magnifique. Il y a des coins vraiment à couper le souffle. Comme on ne peut plus voyager, ben voilà, inutile de partir à l'autre bout de la terre pour se ressourcer et pour en prendre plein les yeux. J'ai un mari plutôt casanier. Il me l'a confirmé. Ouais. Très connecté. Donc voilà, le deal, c'était de partager ces choses-là ensemble et de profiter de cette opportunité qu'on a à quelques mètres de chez nous de voir déjà des choses magnifiques.
Bon, écoute, Jacadi, il est presque d'accord. Il a intérêt. J'en ai une deuxième. Alors là, j'ai senti presque de la jalousie. C'est l'évolution du compte Instagram de tes 2 chiens qui sont devenus des stars incroyables. Alors, on parle pas de n'importe quel chien, Sigrid. Hein. On ne rigole pas. On parle des Épagnols papillons. Et je connais une personne proche de toi qui en est jaloux parce qu'il dit mais c'est incroyable. Moi, j'ai pas autant de followers. J'ai pas une si belle histoire. C'est une passion. Puis, alors, du coup, tu les mets en brillance, tu les mets en lumière, ces 2 chiens. Tout à fait. Enfin, ça reste très confidentiel parce que très peu de gens finalement ont accès, enfin en tout cas des gens qui me connaissent, ont accès à ce compte Instagram. J'ai 2 chiens. J'adore les animaux. Je passe beaucoup de temps avec eux. J'aime beaucoup la relation. J'aime beaucoup la complicité qu'on peut avoir avec un animal. J'adore la photo, comme vous l'avez compris. Donc maintenant, avec nos smartphones, on arrive à faire de très jolies photos très facilement. Voilà, j'allie toutes mes passions. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de les photographier, de faire des trucs rigolos. Et pourquoi ne pas le partager avec d'autres personnes qui sont comme moi, friandes de ce genre d'images. Donc effectivement, ils ont beaucoup de succès sur Instagram. Tu peux nous rappeler leur nom ? Néo et Nina. C'est parfait. Donc Néo et Nina continueront à briller. À briller et à avoir des histoires. Tout à fait, pour mon bonheur. J'ai un complice dont je tairai le nom même sous la torture, qui te pose une question. Quand est-ce que tu as prévu de regarder pour la 41e fois le film Sissi Impératrice ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On est dans le modernisme, dans le romantique. Tu as une passion pour cette période-là, pour Romy Schneider ? Alors déjà, les histoires d'amour, me passionnent. La relation humaine, voilà, et puis les histoires d'amour. Autant on emporte le vent, avant Bien tout. sûr. Ça, c'était, voilà, quand j'ai vu ça adolescente, Scarlett O'Hara, c'est quand même énorme. La relation avec Red Butler, etc. Voilà, il y a énormément de choses dans ces 4 heures de film. Et puis, oui, Sissi, c'est toute mon enfance. C'est ce que je partageais avec ma maman. C'est encore une fois la féminité, les belles robes, les belles coiffures. Et encore une fois, une femme forte quand même. Surtout que depuis les films de Romy Schneider, je suis quand même allée à Vienne voir de plus près, voilà, toute la dynastie des Habsbourg, toute l'histoire, la vraie histoire, etc. Et ce sont des femmes qui ont quand même joué des rôles très importants. Donc ça me plaît. C'est vraiment des choses presque contradictoires, mais qui s'allient très très bien. Donc très bientôt, tu vas regarder pour la 41e fois Sissi Impératrice. Ah oui, et je connais les dialogues par cœur. Je peux même dire, avant qu'elle ouvre la bouche, je sais ce qu'elle va dire. Sigrid, nous sommes ensemble dans un cadre fabuleux qui est Les 13 hommes, sur lequel récemment il y a eu une récompense puisque le chef Eric Prowalski a obtenu sa première étoile et nous a fait le plaisir d'ailleurs d'être interviewé. Donc je me suis permis de poser la question à tes complices en disant quel était ton plat signature. Et voilà ce qu'on m'a répondu. Alors on m'a dit que c'était un plat ingrat à préparer, mais que c'était tout toi, parce que c'était le plaisir de partager, et on parle de ratatouille. Ah bah oui, déjà ce sont mes racines, je suis quand même oui. du Midi, donc la ratatouille, le poivron, la tomate, etc. C'est vrai que c'est pénible parce qu'il faut couper tous les légumes en petits morceaux, ça prend du temps, mais la cuisine c'est de l'amour aussi. Hein. Donc c'est effectivement un de mes plats signatures. Je ne suis pas un cordon bleu, mais j'aime quand même les bonnes choses et me nourrir correctement. Voilà. Alors il y a quoi ? Il y a le plaisir d'aller faire ses courses pour justement choisir les ingrédients. Puis après il y a le plaisir de la préparation, même si on est d'accord qu'il y a un peu d'ingratitude à tout découper. Et puis j'imagine surtout, te connaissant maintenant un peu mieux, le plaisir de partager. C'est ça. J'aime les valeurs basiques, les valeurs de la famille. J'ai 2 fils dont je suis extrêmement fière, extrêmement amoureuse. Ce sont 2 garçons brillants, beaux, voilà, remplis de qualité. Tu es neutre quand tu dis ça, bien évidemment. Et ma première mission, quand on devient mère, c'est de les nourrir déjà. Donc voilà, je m'étais mis au bio à cette époque-là pour essayer de leur donner le moins de cochonneries possible et essayer de faire ce que l'on a fait pour moi aussi, de faire attention à ce que je leur donne. Et ça passe aussi par la nourriture. Donc c'est vrai que j'y prends du plaisir. Après, ce n'est pas ma passion. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, la passion de la cuisine. Mais je prends ça vraiment à cœur parce que j'estime que tout ce que l'on met dans notre bouche, dans notre organisme, ça va
avoir un impact, un résultat sur nous, sur le reste du monde aussi. Donc, c'est presque un message politique, la façon dont on se nourrit aujourd'hui. On va le prendre comme ça. Et est-ce que la diététique est intégrée dans ta démarche professionnelle auprès de tes clients ou pas forcément? Alors, j'ai une collaboratrice pour ça. Comme on a parlé de Michael et Aurélie, donc qui sont les coiffeurs avec qui je collabore. Mais après, il y a beaucoup d'autres professionnels qui proposent des services qui sont complémentaires à ce que je propose. Donc, je suis tout à fait capable de guider mes clients, mes amis, mes proches auprès de ces professionnels que j'ai moi-même testés et qui sont des guides d'une autre façon. Sigrid, on arrive au terme de notre rencontre, de notre discussion ensemble aujourd'hui dans le cadre du podcast Jacadi. Et encore une fois, c'est l'occasion de te remercier de ta confiance, d'être venu, de discuter ensemble. Et nous, on a une question. Tu sais, le Jacadi, c'est un petit peu, comme nous l'avons conçu dès le départ, c'est un petit peu une façon de vivre finalement. On peut presque parler de jacadisme, et qui se base sur 3 valeurs que je vais repartager avec toi. Le premier, c'est le positif, puisqu'on estime que, quelles que soient les décisions de notre vie, nos pierres blanches, tu sais, nos déclencheurs de vie, finalement c'est positif, puisque c'est ce qui nous mène aujourd'hui où nous sommes et qui va continuer à nous accompagner toute notre vie. Le deuxième, c'est pragmatique, parce qu'on pense plus que jamais que l'important c'est d'agir, c'est de mettre en œuvre ses idées, comme tu disais tout à l'heure, de tester. Et puis le dernier, on a une attention particulière au dernier, c'est le côté persuasif. Pour soi-même parfois, pour nos proches ou pour des investisseurs. Et je pense que tu nous as convaincus que tu en as fait preuve dans ta vie et tu vas encore en faire preuve. Mais finalement, c'est une définition qui nous appartient et puis nous, on est très humble, on la met sur la table et on le partage avec nos invités. Et alors pour toi, Sigrid, ça serait quoi ta définition de Jacadi? Je dirais, Jacadi, même pas peur. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, eh bien j'y vais. Si j'ai peur, c'est qu'il faut que j'y aille. Voilà, je mets ma peur de côté, exactement comme la question que tu m'as posée quand je suis arrivée ce matin. Ça va, t'es détendu, t'as pas peur? J'ai peur, mais j'y vais. Merci beaucoup Sigrid. Merci énormément à vous deux. On a pris beaucoup de plaisir avec Gérald à échanger avec toi aujourd'hui. Notre podcast Jacadi touche à sa fin. J'invite les auditeurs qui souhaitent nous suivre à s'abonner sur les différents flux. Et puis, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et je vous dis à tous les deux à très bientôt. Au revoir. Merci Sigrid, à très bientôt. Au revoir. Merci Gérald, merci Cyril. Merci beaucoup. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles. Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.